j'ai accepté d'être marraine parce que les marraines, ça ne fait pas grand-chose. J'ai accepté d'être marraine parce que c'est un peu comme les fées qui essayent d'encourager les pauvres humains dans la forêt, des choses peu connues. Et j'ai accepté d'être marraine. Je serai là le jour du 21 novembre, où vous accueillerez des écrivains. Et j'essaye d'aider les équipes qui m'ont invité si gentiment, avec tant de ferveur, à faire de la journée du 21 une journée riche, intéressante et dense. Et l'autre chose, j'ai accepté aussi, parce que le sujet central qui m'a été proposé et qui est celui dont vous entendrez parler ce soir, tourne autour du roman, de la narration et en particulier du jeu narratif. Qu'est-ce que c'est que dire jeu dans un roman? À quelle époque et comment ça a commencé? Et pourquoi ça marque la littérature contemporaine? On peut dire jeu de mille façons et vous le découvrirez. Peut-être que vous poserez des questions là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, cette table ronde introductive s'articule autour du thème de la journée des auteurs, qui aura lieu donc le 21 novembre, qui est l'écrivain, sa vie versus son œuvre. Cette question des liens entre d'une part l'œuvre d'un écrivain et d'autre part sa vie a eu un écho considérable au début du XXe siècle, lorsque deux géants de la littérature, Sainte-Beuve et Proust, se sont opposés, cristallisant ce débat. Sainte-Beuve soutenait contre Proust que l'œuvre d'un écrivain pouvait et devait s'expliquer par sa vie, son portrait, sa biographie. Donc, de ce débat découlent de nombreuses autres questions que nous pouvons formuler en opposition. Il y a trois oppositions majeures relevées par M. Compagnon dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 2006, et dont il souhaite d'ailleurs la réunification. L'opposition entre création et histoire, entre texte et contexte, et entre l'auteur et le lecteur. Nous allons donc essayer de couvrir ces trois champs de réflexion, mais on peut commencer par une question peut-être la plus simple, en quelques mots. Monsieur Combat, Monsieur Compagnon, êtes-vous pro-Proust ou pro-Sainte-Beuve? Monsieur Compagnon. Ben, écoutez, je suis toujours partisan de la voie moyenne. Et pour vous donner un exemple, nous sommes dans l'amphithéâtre Robolieu et Albert Sorel. Bien entendu, vous savez par cœur qui sont Anatole Robolieu et Albert Sorel, et que Proust a été leur élève, puisqu'il a été élève de l'école libre des sciences politiques. Et donc, ces deux professeurs ont compté pour lui. Alors, est-ce que c'est beuvien de raconter ça? Est-ce que c'est prendre parti pour Sainte-Beuve que de dire que Proust a été élève ici, qu'il a eu ces deux grands professeurs, Albert Sorel, professeur d'histoire diplomatique, qui l'a beaucoup marqué. Vous savez que dans la recherche du temps perdu, il y a un célèbre diplomate, un ambassadeur, Norpois, que Norpois a beaucoup de modèles, dont Albert Sorel. Albert Sorel compte dans la recherche du temps perdu. Quant à Anatole Robolieu, il est l'auteur d'un livre très célèbre. J'ai un peu travaillé sur lui. Il m'intéressait, c'est un personnage intéressant, Anatole Robolieu. Il était l'auteur d'un livre sur le roman russe, 1886, si mes souvenirs sont bons. Donc, promoteur de Tolstoï et de Dostoïevski en France. C'est l'époque où on pouvait être professeur à Sciences Po, une sorte d'écrivain de haut vol, écrivain voyageur, revenant de Russie, et il est l'auteur surtout d'un livre très important qu'il faut rappeler, qui est Israël chez les nations. C'est un personnage qui a compté pour Proust, dans ce libéralisme, et le modèle d'un libéral qui a su se comporter honorablement durant l'affaire Dreyfus, disons, en n'étant pas anti-Dreyfusard et en étant très sensible avec le question de l'antisémitisme du fait de ses voyages en Russie. Donc,
Rogoglio a compté pour Proust. Il a compté dans la recherche du temps perdu, puisqu'il a beaucoup marqué Proust, et il y a une allusion à Rogoglio dans la recherche du temps perdu. Vous l'avez sûrement repéré, si vous avez lu la recherche du temps perdu. On ne sait pas très bien si c'est Anatole ou Paul, puisqu'il avait un frère. Ces grandes familles de bourgeoisie libérale et politique étaient de père en fils, et même de petit-fils. Et on ne sait pas très bien si c'est Anatole ou Paul. Moi, j'ai fait le pari que c'était plutôt Anatole, à qui Proust pensait en raison de ses liens à la question de l'antisémitisme et de l'affaire Dreyfus. Paul, lui, c'était l'économiste, il était professeur de finance, je crois, ici. Puis il est allé au Collège de France, où il a succédé à son beau-père. C'était ce qu'on faisait à l'époque. On était de père en fils. On était profs, on Les était beaux-pères en médecins. fils, donc il a succédé à son beau-père, Michel Chevalier, grand économiste libéral. Donc ce sont des gens qui ont compté pour Proust, qui les ont beaucoup marqués. Alors est-ce que c'est important? Est-ce que c'est négligeable? Eh bien, ça nous met au cœur de cette réflexion sur Sainte-Beuve et Proust. Est-ce que lorsqu'on lit La recherche du temps perdu, tout ça est insignifiant, ou tout ça compte? Je suppose que dans une première lecture, on n'attache pas beaucoup d'importance à tous ces détails, à toutes ces allusions, à toutes ces références. L'œuvre de Proust est pleine, saturée de culture littéraire, politique, artistique. Et bon, c'est ça la vie aussi. C'est ça la vie. Quand on dit qu'il ne faut pas simplifier la vie, c'est toute cette histoire de la culture française à la fin du XIXe siècle, qu'elle émerge, qu'elle réapparaît, qu'elle revient, ressurgit dans un roman comme celui de Proust. Alors évidemment, quand on fait des éditions critiques, on est obligé, pour chaque frémissement d'allusion, de faire des recherches et de faire des notes. Alors, là, il y a une autre polarisation qui porte sur le contexte, sur les références, sur l'histoire. C'est pour ça que je dis que dans une première lecture, peut-être qu'on n'est pas trop philologue ou pas trop beuvien, mais que dans une seconde lecture, ou lorsqu'on relit, lorsqu'on étudie, on a envie d'en savoir plus sur le contexte, sur la manière dont les contemporains lisaient un livre, donc d'essayer de comprendre leur culture à eux, comment ils le lisaient. C'était Lançon qui disait que, Lançon, un peu contemporain de Sorel ou de Rogoglio, qui disait que dès qu'on regardait le nom d'auteur sur la couverture d'un livre, on était beuvien, on faisait de l'histoire littéraire. Dès qu'on avait un peu d'attention à la couverture du livre, c'est-à-dire au nom de l'auteur. Alors je crois que la plupart d'entre nous, nous avons une certaine attention au nom d'auteur. Nous retenons les noms d'auteurs pour classifier les livres. Je crois qu'on peut dire que dès qu'on s'intéresse au nom de l'auteur, on est un tant soit peu beuvien. Les textes ne sont pas anonymes et ils circulent avec un nom, et ce nom est déjà beaucoup d'informations sur l'histoire, sur la personne, etc. Monsieur Combat, Proust écrase Sainte-Beuve, c'est bien évident, et cela dit, Sainte-Beuve n'a pas attendu Proust pour commencer de disparaître dans un semi-oubli. Il a longtemps survécu avec ses lundis, il a longtemps survécu avec son travail très remarquable, très impressionnant, d'ambition sur Port-Royal. Mais bon, en même temps, c'était de l'histoire et non pas de la fiction, et on sait bien que les historiens courent toujours le risque d'être submergés par une recherche plus récente, plus pointue, appuyée sur des nouveaux documents, en sorte que les ouvrages d'histoire les plus méticuleux sont périssables
à moins d'être tenus comme Michelet par un style qui leur donne une espèce de prestige infini, mais en même temps un prestige ambigu, puisqu'on finit par les citer pour la beauté de la phrase, ou les citer pour le contenu au sens strict, pour la forme et plus pour le fond. Donc Proust écrase. Néanmoins, peut-être que Sainte-Beuve invisiblement résiste, dans la mesure où, je vais employer un terme évidemment excessif et presque faux, mais il y avait chez Sainte-Beuve une sorte de matérialisme. C'est-à-dire qu'en prônant une méthode de lecture, il dit quelque chose qui est assez intéressant et qui est presque révolutionnaire. On a l'impression qu'avec lui, la lecture sort de l'âge de la délectation un peu désinvolte, un peu frivole, un peu mondaine, pour entrer dans un âge autre, celui de la recherche, patiente et passionnée. Et vous évoquez les éditions critiques, Voltaire publie le théâtre de Corneille, et il annote en bas de page. Et en fait, dans ses annotations, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, évidemment, et dans ses annotations, il se contente de pointer les fautes de grammaire, ou de dire que vraiment là, ce langage n'est pas assez sublime pour la tragédie et qu'il fallut que Corneille tournât sa phrase autrement, ou alors, à la rigueur, il s'intéresse, il réagit à une tirade en faisant remarquer qu'elle n'est pas conforme au statut du personnage, un prince ne parle pas de cette façon, ou qu'elle n'est pas en cohérence avec la personnalité du personnage. Le personnage n'aurait pas dû dire cela parce que ça ne lui ressemble pas assez. Mais c'est tout le travail que fait Voltaire. Et pour le reste, on n'a rien. Vous pouvez lire des milliers de pages à Madame de Sévigné, vous verrez que selon les pièces elle aime qu'elle déteste Racine, elle ne vous expliquera jamais pourquoi. Et voilà que Sainte-Beuve propose qu'on entre dans l'âge du travail. On va travailler sur les textes. Et alors, à peine a-t-il dit ça qu'il se détourne lui-même de l'objectif en disant, pour travailler, on va essayer d'éclairer l'auteur, c'est-à-dire qu'au fond, on va s'intéresser, on va essayer de capturer le génie, et puis on va oublier le texte, enfin en tout cas c'est ce que Proust lui reproche. Mais il y avait quand même là un pas en avant qui a été fait, en sorte qu'on peut dire que oui, Sainte-Beuve, du moins en France, a fondé la critique. C'est assez frappant quand on tourne les pages du contre Sainte-Beuve, de voir qu'à un moment donné, Proust s'attaque à Flaubert, et puis il nous dit que c'est un génie grammatical. Alors on est très content, on dit chouette, il va nous expliquer. Assez rapidement, la phrase course ensuite, et puis bon, finalement, on ne saura jamais exactement, précisément, avec une phrase d'exemple, pourquoi il a dit que c'était un génie grammatical. Donc on est très satisfait d'avoir emporté la formule, et en même temps, le travail n'a pas été fait non plus. Le travail a été fait par les pastiches, peut-être, Proust a écrit des pastiches, mais au sens strict, ça n'est pas lui-même un critique minutieux. Donc voilà, il me semble que Sainte-Beuve est toujours là, parce qu'on ne parle pas longtemps d'un texte aujourd'hui sans chercher à se documenter à la fois sur le contexte et sur la biographie de l'auteur, avec au moins cette justification qui est qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire que c'est peut-être en allant chercher du côté de la biographie qu'on va découvrir, qu'on va avoir de nouvelles perspectives sur le texte et le comprendre un peu mieux, ou en tout cas en proposer une lecture qui puisse renouveler la lecture de la génération antérieure. Alors, on va essayer de rentrer dans la première tension dont je vous parlais tout à l'heure, celle entre création et histoire. Alors Proust, dans le chapitre contre Sainte-Beuve, consacré à la critique de Sainte-Beuve, remet en cause la méthode de Vienne pour son caractère un peu trop scientifique, mais aussi pour son caractère précurseur. Alors il en vient à dire, et je cite, « En art, il n'y a pas d'initiateur, de précurseur. Chaque individu recommence pour son compte la tentative artistique et littéraire, et les œuvres de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité acquise dont profite celui qui suit. » Et il en vient à dire même, un écrivain de génie aujourd'hui a tout à faire, il n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homère. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette conception de la création qui rompt en fait avec l'histoire et même l'héritage littéraire? Alors là, on a une polémique qui est relative à la notion de progrès, une notion très importante au XIXe siècle, contre laquelle un certain nombre d'auteurs ont polémiqué. Cette doctrine du progrès, on sait que Baudelaire a écrit beaucoup contre le progrès. C'est donc l'idée que, une fois que, comme disait Péguy en plaisantant, le caoutchouc a rendu caduque la roue en bois. Bon, alors est-ce que c'est comme ça en littérature? Est-ce que, après Flaubert,
autre chose. Dans la recherche du temps perdu, il y a un personnage qui incarne cette doctrine du progrès appliquée aux arts, cette doctrine du progrès technique, scientifique, qui s'est peu à peu répandue au cours du siècle à tous les domaines de l'activité humaine. Bon, il y a un personnage, c'est la jeune Madame de Cambremer, hein, et le narrateur polémique avec elle lorsqu'il la rencontre. Alors, comme sa belle-mère aime beaucoup Chopin, et qu'elle, elle considère qu'après Wagner, Chopin, ça ne vaut rien. Hein. Après Wagner, on peut mettre Chopin à la poubelle. Et c'est pour les générations d'avant, hein, comme si nous disions qu'après Robbe-Grillet, on ne peut plus lire Proust, hein, à peu près. Et alors, le narrateur, qui est un peu pervers, lui dit « Ah, mais j'ai entendu dire que Debussy aime beaucoup Chopin. » Alors, évidemment, elle est très embêtée, puisqu'elle veut être à l'avant-garde. Voilà, c'est l'avant-garde, au bout du jour. Et puis, alors, il y a la même chose avec Poussin, c'est vieille barbe. Et alors, le narrateur lui dit « Ah oui, mais Degas aime beaucoup Poussin. » Alors, elle est complètement perdue, puisque Degas ou Debussy représente le dernier cri, et pourtant, il ne jette pas Chopin ou Poussin à la poubelle. Alors, c'est évidemment, dans la recherche du temps perdu, il y a beaucoup de polémiques contre cette doctrine du progrès appliqué à la littérature ou à la peinture. C'est pas nouveau. Avec Proust, c'est apparu, je disais, chez de nombreuses plumes avant lui. Et il y a donc l'idée qui, d'une certaine manière, reste romantique. Hein, reste Proust est, en ce sens, une sorte de romantique tardif, que le génie a tout à faire et doit reparcourir l'ensemble de la création. Et il y a évidemment chez Proust l'idée que le passé n'est pas mort, hein, que le passé n'est pas aboli par le présent. Alors est-ce qu'il y a cette idée chez Sainte-Beuve? Je ne le crois pas non plus, puisque Sainte-Beuve, c'est lui qui nous a justement rendu la poésie de la Renaissance, puisqu'on a évoqué son côté philologue. Bon, il a été philologue avant d'être journaliste, hein, on a évoqué son temps royal. Il a d'abord été professeur, hein, brièvement, et comme professeur, on lui doit une réhabilitation de la poésie de la Renaissance. Donc il n'y a nullement, il n'y a pas d'opposition sur ce plan entre Proust et Sainte-Beuve. Ils ne sont pas davantage des partisans de la doctrine moderne qui voudrait qu'on puisse jeter aux oubliettes la tradition classique. Hein. Sainte-Beuve est un grand réhabiliteur de la littérature classique, de la littérature de la Renaissance. D'une certaine façon, c'est aussi un romantique. Hein. Il applique les méthodes de la philologie à la littérature moderne. N'oublions pas que la philologie, on l'a d'abord appliquée aux textes de l'Antiquité, à partir du XVIIIe siècle, avec le sentiment que la littérature moderne, c'est-à-dire depuis la Renaissance, on était dedans, on était de plein pied dans cette littérature. Et puis, appliquer la méthode de la philologie à la littérature ancienne et à la littérature du Moyen-Âge, ça se faisait déjà avant la Révolution française. Hein. Ça se faisait déjà avant la Révolution française. Le fait d'appliquer les méthodes de lecture philologique à un corpus plus récent, ben, ça veut dire que ce corpus, on le ressent comme, d'une certaine manière, étranger à notre culture, qu'on n'est plus de plein pied dedans. Donc il faut expliquer les mots, expliquer la grammaire, expliquer l'histoire. Mais ni pour l'un ni pour l'autre, je dirais, il y a cette idée qu'on est coupé du passé. Ce que je
peux poser une question? Ah oui, oui, bien sûr. Tous les deux. Est-ce que cette irritation que l'on ressent, j'ai un souvenir vague et précis à la fois, que l'on ressent de Proust envers Sainte-Beuve, n'est pas tout simplement, Proust n'a pas encore écrit son œuvre, mais il est déjà irrité que quelqu'un explique son génie et que quelqu'un trouve des explications à ses personnages, à sa manière d'être, à sa manière de sentir. C'est une irritation de créateur envers un prof, un critique, quelqu'un qui explique. Il ne veut pas être capturé. Est-ce que vous ne pensez pas que ce contre Sainte-Beuve, qui est la partie qui est consacrée vraiment à Sainte-Beuve au centre de ce livre, est juste une irritation et une volonté... La famille génie. Voilà, très romantique là, Très romantique. très romantique, d'être en tout cas un écrivain qui n'a pas à être expliqué ni par sa biographie, ni par ses ascendants, ni par ses goûts picturaux ou gastronomiques ou par ses amitiés. C'est juste une irritation. Alors, bon, je crois qu'on peut dire plusieurs choses. La première, c'est que bon, contre Sainte-Beuve, c'est 1908, donc c'est l'espèce de moteur, module initial de la recherche, où la recherche perdue sortira. C'est le moment où... Alors évidemment, il y a, dans la recherche des employés, il y a un personnage qui représente Sainte-Beuve, hein, c'est Madame de Villeparisis. Madame de Villeparisis, qui est le personnage beuvien qui a connu les écrivains. Elle a connu Stendhal et elle dit « Ah, quel homme vulgaire, qu'il était peu intéressant dans le salon de mon père. En revanche, Mérimée, ah, il était charmant, plein d'esprit, etc. » Donc Stendhal, ça vaut rien. Mérimée, c'était un parfait mondain. Alors, c'est à ça que Proust résume Sainte-Beuve. C'est un peu court. C'est un peu court de résumer Sainte-Beuve à un mot comme ça. En revanche, si on pense à Proust, on se dit, Proust qui avait une sale réputation de mondain dans la fin de siècle, le mondain fin de siècle, il est impensable qu'il fasse un grand livre avec la réputation qu'il avait. Et vous savez que, par exemple, Barrès n'acceptera jamais que Proust ait pu concevoir un grand roman. Et Barrès, à l'enterrement de Proust, c'est Reynaldo Hahn qui rapporte ça, parlera encore de notre jeune homme. Notre jeune homme avec beaucoup de condescendance. Pour Barrès, ce mondain ne peut être pas être un grand écrivain. Et puis, après tout, le refus de la NRF en 1912 est fondé sur la réputation mondaine de Proust. Donc oui, Gilles ne peut pas concevoir que cet écrivain qui fréquente les duchesses et les salons, enfin ce jeune homme, ce vieux jeune homme qui fréquente les duchesses et les salons, il est inconcevable pour Gilles qu'il ait écrit un roman important. Et quand il envoie son roman à la NRF, il est à peine entrouvert, hein, c'est Jean Schomberger qui le traverse. Gilles ne l'a probablement même pas lu parce que... il a peut-être feuilleté, hein, mais c'est Schomberger qui l'a lu, et il considère que quelqu'un comme Proust, avec sa réputation, ne peut pas être un bon écrivain. Donc, la réputation... oui, donc Proust a raison. Donc il ne veut pas être jugé. Proust ne veut pas être jugé sur sa vie. Sur sa biographie. Il ne veut pas être jugé, disons, sur sa réputation. D'où aussi tout le mythe qu'il entretient de sa retraite. La chambre de Liège, etc. Tout ça, les écrivains créent leur réputation. C'est pour... parce qu'il y a cette espèce d'idée reçue suivant laquelle il y a une première partie de sa vie mondaine, puis une deuxième partie de sa vie, à partir de 1908, recluse, où il se met à écrire. Bon, c'est pas vrai. Il continue d'avoir une vie mondaine, en particulier pendant la guerre, il sort, etc. Donc c'est un mythe. Mais il est largement à l'origine de ce mythe qui sert à casser sa réputation mondaine et à souligner qu'il a beaucoup travaillé. Donc c'est vrai, les
les écrivains peuvent souffrir D'être interprété de leur réputation. sur, Mais c'est plus une réputation, une image, comme celle de Madame Louis Parisi qui dit que le scandale était vulgaire. C'est plus une image qu'un vrai travail historique. Oui, mais enfin, si j'ai bonne mémoire, parce que je n'ai pas lu, hein, relisez-le. Hein, je crois que Proust se moque justement de Sainte-Beuve, se moquant de Stendhal dans le livre. Je crois qu'il y a une partie et il cite voilà, Sainte-Beuve sur Stendhal. Oui, c'est pour ça que Madame de Villeparisis prend l'exemple de Stendhal. Oui, il se moque et il s'indigne. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'il laisse invariablement en blanc les citations de Sainte-Beuve qui viendraient étayer son propos. Il ne prend pas néanmoins, oui, il est très en colère contre Sainte-Beuve, mais il ne va pas, il sait qu'il faut qu'il mette une citation en appui, il ne la trouve jamais. Pour vous répondre, oui, bien sûr, la prose de Proust contre Sainte-Beuve, mais c'est criant de confidence. La phrase que vous avez citée tout à l'heure, un homme de génie aujourd'hui a tout à faire, ça, je l'entends aussi comme je veux écrire le livre du siècle, j'ai tout à faire, j'y arrive pas, comment je vais faire? Il y a aussi une tonalité de panique dans une phrase pareille. Et puis il y a ce que disait Antoine Compagnon, c'est-à-dire qu'il essaye de se défendre d'une approche trop effrontée. En fait, ça nous paraît ahurissant aujourd'hui, mais il a une peur bleue d'être démasqué comme homosexuel. Et il a fait tout ce qu'il a pu pour persuader tout le monde que pas du tout il aimait les femmes. Donc il a surjoué ses passions successives pour la comtesse de Juigné, etc. Et il a une peur bleue d'être démasqué comme homosexuel. Dans des entretiens que Gide a rapportés dans son journal, c'est dans son journal, il y en a plusieurs, en date de mai 1921. Bon, il ne parle que d'uranisme, comme dit Gide. C'est d'ailleurs que Gide vient le voir, en gros, pour parler littérature. Proust ne parle que d'homosexualité. Tient absolument à lui dire, si, Baudelaire, s'il a écrit sur Lesbos, c'est parce qu'il était homosexuel. Oh, bah peut-être, mais sans pratiquer. Si, bien sûr, Baudelaire ne pas pratiquer, vous n'y pensez pas. Donc Proust est très cramponné à cette question. Et là-dessus, comme Gide apparemment lui explique qu'il essaye d'écrire son autobiographie intitulée Sigdranmer, Proust lui répond « Vous pouvez tout dire à condition de ne jamais dire « je », ce qui fait écho à des mots que vous avez prononcés au tout début. Donc voilà, Proust a une angoisse folle d'être démasqué, et d'ailleurs il a réussi à tromper sa gouvernante, Céleste Albaret, qui, interviewé en 1962, est tout à fait persuadé que cet homme aimait les femmes et exclusivement les femmes. Donc c'est assez étonnant en fait. Effectivement, il a peur pour le détail de sa biographie, c'est-à-dire qu'en fait, quand il parle des 2 mois, on a un peu l'impression que les 2 mois, il y aurait le mois de la vie quotidienne, auquel il associe le mot vice, et puis qu'il y aurait le mois créateur. On a un peu l'impression que les 2 mois, il se les représente comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, avec cette différence que ce qu'on voit dans la vie réelle, ce qu'on voit dans la vie sociale, c'est, je remplace réel par social évidemment, ce qu'on voit dans la vie sociale, c'est Mr. Hyde, c'est-à-dire que nous sommes tous des monstres avec des manies parfaitement injustifiables, et il ne faut surtout pas que la critique s'occupe de ça. Ce qui doit l'intéresser, c'est l'autre moi, c'est-à-dire le moi du chercheur, du savant, du créateur en l'occurrence, de Mr. Jekyll. Et l'opposition qu'il fait entre les 2 mois est assez difficile à comprendre, à interpréter. Parce qu'on voit ce qu'il veut dire, mais on voit ce qu'il veut dire à condition d'être 2 mèches. Pour peu qu'on y mette un rien de mauvaise volonté, on ne voit plus. Et on voit ce qu'il veut dire si on pense à Rousseau. Je me suis souvenu, puis je vais être obligé de vous lire, ça m'évitera de massacrer, Rousseau qui parle de l'écriture de la nouvelle Héloïse, où on entrevoit ce que ça pourrait être que le moi créateur, qui ne serait pas le même que le moi biographique. Rousseau dit « Tout le monde était persuadé qu'on ne pouvait exprimer si vivement des sentiments qu'on n'aurait point éprouvés, ni peindre ainsi les transports de l'amour que d'après son propre cœur. » En cela, l'on avait raison, et il est certain que j'écrivis ce roman dans les plus brûlantes extases. Mais l'on se trompait en pensant qu'il avait fallu des objets réels pour les produire, on était loin de concevoir à quel point je puis m'enflammer pour des êtres imaginaires. Et donc Saint-Preux, Héloïse, voilà, c'est une sorte de théâtre intérieur dans lequel Rousseau aurait réussi à s'installer, et son moi créateur ne serait effectivement sans lien avec son moi réel, et qu'il ne faudra pas chercher dans ce texte l'explication de sa relation, ou le reflet de sa relation avec, je ne sais pas, Madame de Barras, avec Madame d'Épinay, avec les dames de son temps.
Entre le moi mondain et le moi créateur, là aussi, bon, il n'est pas le seul à ce moment-là dans l'histoire à s'intéresser à la psychologie. Proust est un contemporain de Bergson et de Freud. Donc quand il parle d'un moi créateur, on reconnaît Proust et Bergson n'ont pas surgi de rien, justement. Ils ont surgi d'un contexte où beaucoup d'auteurs s'intéressaient à la psychologie et refusaient de limiter la psychologie aux auteurs. La psychologie associative de Taine, qui précédait. Hein. N'oublions pas, Sainte-Beuve, Taine, qui est là, qui poursuit, c'est la critique de l'intelligence. Hein. Le moi mondain, c'est le moi rationnel, c'est l'intelligence. Et en revanche, ce que Proust exalte, comme Bergson, c'est l'intuition. On a ce conflit entre intuition et intelligence. Et donc là aussi, il y a un contexte qui permet, je crois, de saisir quand même ce que Proust suggère lorsqu'il dit que la création est le résultat d'un autre moi que le moi de tous les jours. Freud ne dirait pas autrement. Mais est-ce que ce moi créateur n'est pas, dans l'esprit de Proust, je n'ai pas de réponse, c'est lui qui en fait, est-ce que ce moi créateur n'est pas encore quelque chose de plus, c'est-à-dire ce moi qui est capable de se servir du matériau de la vie de tous les jours, de la vie mondaine, de le transformer, de le malaxer, de le recréer et d'en faire l'objet de la littérature. Donc c'est quelque chose il a une très haute idée de la création littéraire. Oui. Et du coup, l'irritation pour Sainte-Beuve, etc., parce que oui, et la preuve, inventer Madame Villeparisis à partir de Sainte-Beuve, est un exemple de ce travail de remalaxation et d'invention. Donc c'est une idée très haute. Mais si vous voulez, l'argument anti-beuvien était fait avant Proust. Hein. C'était toujours le lieu commun. Hein. Les deux frères Corneille, Pierre et Thomas, bon, ils ont la même biographie. Et puis, entre les deux, la différence, c'est au génie près, comme disait, je ne sais plus qui, des contemporains. Donc il y a ce génie inexplicable qui fait qu'on a Pierre Corneille n'est pas le double de Thomas Corneille. Proust croit au génie. Oui, il croit au génie. Dans cette dimension romantique, il faut tout retraverser. C'est une théorie romantique, mais enfin, une théorie romantique qui rejoint d'une certaine façon les théories freudiennes du moment. Et Sainte-Beuve croit à son goût et au goût. C'est-à-dire, il est loin d'être infaillible, mais il croit à quelque chose qui est l'évidence de l'homme expérimenté qui connaît la littérature. Vous savez, il y a 1000 livres contemporains, juste avant Proust, sur le génie. Le génie et la folie, nombreux euros. C'est un thème de toute la médecine et de la psychologie de la seconde moitié du XIXe siècle, hein, les rapports du génie et de la folie. Donc pour qu'il y ait génie, et notamment génie poétique, il faut un grain de folie. Et Proust appartient assez fortement à ces conceptions qui associent génie. On parle un peu de génie, on parle aussi un peu d'inspiration. Est-ce que même l'inspiration pour vous existe? Parce que c'est Flaubert par exemple qui a commencé à dire a commencé à parler de la doctrine du travail contre l'inspiration, et même Mario Vargas Llosa a rendu hommage à Flaubert, très étrangement pour son manque de talent, en disant j'ai la phrase que même lorsqu'on n'est pas doué, on peut se construire soi-même, son propre talent, par la discipline, la persévérance, la patience, l'autocritique. Alors pour écrire, quelle part de travail, quelle part d'inspiration selon vous? Part de travail, quelle part d'inspiration? Alors là, on sort un peu de Proust. C'est universel, on vous demande une recette. Là, généralement, là-dessus, il y a une grosse part de travail. Est-ce qu'il y a une grosse part de travail?
écoutez, Est-ce que ça vient l'écriture, c'est très largement un travail manuel. Je ne sais pas si Thérèse Acquisi sera il y a une dimension de travail manuel. On n'écrit pas des livres, on n'écrit pas des livres dans les hautes sphères. Hein. Qu'on ait affaire à du papier, qu'on découpe, qu'on colle, ou qu'on ait affaire à du traitement de texte, c'est beaucoup de manipulation. C'est pour ça que c'est manuel le travail. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants qui faisaient des thèses sous ma direction, si vous ne mettez pas la main à la pâte, vous ne finirez jamais. Combien d'œuvres inachevées par, disons, trop haute conception de ce qu'est la littérature. Et vous avez déjà vu des photographies des cahiers de Proust, n'est-ce pas? Vous allez sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale, vous avez les cahiers de Proust avec leur immense paperole collée, les 75 cahiers. Lorsque j'ai fait l'édition de Sodome et Gomorrhe, j'avais la plus longue passerole de tout Proust, elle fait 1,50 m, repliée comme ça, entre deux pages. C'est pas du travail manuel, ça? Et ensuite, Proust qui se souvient dans ses 75 cahiers où se trouve tel ou tel passage qu'il veut aller chercher. Quelle mémoire! Quelle mémoire! Ça, c'est pas de la mémoire involontaire. Hein, c'est pas la mémoire de la Madeleine. C'est de la mémoire des théories de la mémoire depuis l'Antiquité et de la Renaissance, où on a une mémoire très spatiale, une mémoire des lieux. Proust avait cette mémoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui est très spatialisée. Il n'avait pas seulement la mémoire involontaire qui donne de temps en temps une intuition pour créer un roman. Proust n'aurait jamais fait la recherche du temps perdu s'il n'avait pas cette capacité de travail manuel. C'est d'ailleurs de ça qu'il est mort. Hein. Corriger les épreuves de la recherche du temps perdu, il y avait quelque chose de tuant. Hein, et à quoi il a sacrifié sa vie. Je pense qu'il faut toujours penser, enfin moi je pense que vous savez, sinon c'est M. Teste. Hein. M. Teste, le plus grand écrivain, selon Valéry, c'est celui qui ne produit rien. Hein, il a ce mythe au XXe siècle. Je me souviens quand j'avais 20 ans, des professeurs qui disaient « toute publication est une imposture ». Dès qu'on publie, on est dans le compromis, on est dans la trahison de l'idéal malarméen du rien. Hein. Donc, le plus grand écrivain, c'est celui qui, comme on dit dans les foires, il peut le faire. Il peut le faire, mais il ne le fait pas, parce que ça serait déchoir que de le faire. Hein. Et c'est M. Teste qui dit la bêtise n'est pas mon fort. Hein. Publier, c'est bête. C'est Flaubert qui disait ça. Hein. Publier, c'est bête. On n'est jamais écrivain. C'est ma thèse, je ne sais pas si Thérèse sera d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut un peu de bêtise. Je ne serai pas éditeuse. Comment? Il faut un peu de bêtise pour publier. Il faut un peu de bêtise pour publier, et c'est ce que Flaubert reconnaissait en lui. Hein. Sans cette bêtise, on est écrivain en puissance. Et il faut un peu de bêtise pour... Oui, moi je soutiens comme Flaubert. Il faut un peu de bêtise. Un peu d'abandon. Un peu d'abandon. Un peu d'abandon. Un peu d'abandon. C'est ce que Baudelaire appelle bêtise. C'est ce que Baudelaire, c'est ce que Flaubert appelle bêtise. Flaubert conclure. La bêtise, c'est de vouloir conclure. La bêtise, c'est de vouloir conclure. Donc, la bêtise, c'est de vouloir conclure. Et ben, quand on donne une forme imprimée à un objet, malgré tout, on conclut. On conclut. Et donc, c'est un compromis. C'est un compromis. C'est une idée qui a traversé le XXe siècle. Hein. Depuis toute la modernité, c'est ça. Depuis Flaubert, Mallarmé, Rimbaud. Quelle plus grande œuvre que Le silence de Rimbaud et Valéry. N'oubliez pas que tous les écrivains modernes sont des écrivains très rares. Alors Proust, c'est pas rare, c'est copieux. C'est copieux. Mais c'est une exception. Hein. Prenez la généalogie que j'ai indiquée de Flaubert à Mallarmé, à Rimbaud, à Valéry. Il y a un idéal de la rareté qui mène à l'œuvre absolue. Qui est silencieuse. Donc, pour corrompre cet absolu, moi je vous dis
un peu d'abandon, moi je dis il faut un peu de bêtises, il faut sacrifier quelque chose. Et Proust, il est bien conscient de cela aussi. Alors vous dites l'œuvre absolue. Est-ce qu'il y a deux Fallois dans la préface du Conte de Sainte-Beuve qui dit que, alors je vais retrouver la phrase, que, je la retrouve plus, mais que Proust a écrit qu'une seule œuvre et qu'il a compris qu'il fallait écrire qu'une seule œuvre parce que les écrivains écrivaient toujours la même œuvre en fait, quand ils écrivaient plusieurs livres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'un grand écrivain écrit qu'une seule œuvre? Ah, c'est ce que dit Proust. Mais est-ce que vous êtes... Ben, écoutez, moi j'ai toujours considéré que je m'étais intéressé beaucoup à deux écrivains qui n'ont écrit qu'une seule œuvre, c'est-à-dire Montaigne et Proust. Pour moi, Montaigne et Proust, c'est un peu le même écrivain. Le même écrivain parce qu'ils ont tous les deux écrit une œuvre qui s'est constamment amplifiée et qui les a menés jusqu'à leur mort. Ils sont morts sur leur livre. Quand vous lisez les essais de Montaigne, l'édition, bon, il meurt en 1592 en écrivant dans les marges de son exemplaire de Bordeaux, il fait des ajouts un peu partout, et puis on publie après sa mort l'édition posthume en 1595 qui intègre tous ces ajouts. Montaigne est mort en écrivant les essais. Proust est mort en corrigeant la dactylographie de la prisonnière. Donc ce sont, quand on prend les essais, quand on prend la recherche du temps perdu, ce sont justement des œuvres où il n'y a pas de dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot, puisqu'ils sont morts avant... Il n'y a pas conclu. Comment? Ils n'ont pas conclu. Vous savez, il y a l'histoire de Proust, le jour où il a dit à Céleste « Ah, j'ai mis le mot fin, etc. J'ai mis le mot fin, c'était en 1916. Il a mis le mot fin. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté après avoir écrit le mot fin? Il a ajouté des volumes et des volumes après avoir écrit le mot fin. Donc c'était une fin provisoire. Et on ne peut jamais oublier, quand on lit les 3 derniers volumes de La Recherche du temps perdu, La prisonnière, Albertine disparue et Les Engreués, que ce sont des volumes provisoires. Ils n'ont pas le même statut que les 4 titres précédents, puisque Proust ne les a pas menés jusqu'au bout. Or, on sait le travail que Proust faisait jusqu'au bout, sur les épreuves, où il transformait encore tout. Donc on ne peut jamais oublier que les 3 volumes ne sont pas des volumes finaux, qu'il aurait encore beaucoup transformé la matière. Donc, oui, je pense que les écrivains écrivent toujours le même livre. Je pense que c'est assez vrai. Enfin, certains se sont renouvelés, mais c'est surtout ça qui fait que beaucoup d'écrivains se répètent. Oui, d'ailleurs, vous avez incité cette histoire, Gérard Genette, vous trouverez ça dans un petit point seuil qui s'intitule Travail de Proust, ou quelque chose comme ça. Gérard Genette a fait l'introduction et il dit qu'il y a 2 questions sans réponse, mais qu'il ne peut pas s'empêcher de se poser. La première, que se serait-il passé si la guerre n'avait pas éclaté en 14? C'est-à-dire si Bernard Grasset, conformément au contrat qui le liait à Proust, avait publié pratiquement coup sur coup les 3 volumes, parce qu'à ce moment-là, il y en avait 3 de la recherche, à savoir du côté de chez Swann, c'était déjà paru, le côté de Guermantes et Le Temps retrouvé, c'était à paraître. Que serait devenu Proust si Bernard Grasset avait réussi à publier les 3 volumes, Proust étant encore bien vivant? Et puis l'autre question que Gérard Genette se pose, et dont il dit, bah, là aussi il n'y a pas de réponse, que je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, c'est que se serait-il passé, que serait devenu ce que nous appelons l'Arche du temps perdu, si Proust avait vécu 1 an de plus, 5 ans de plus, 10 ans de plus? Un texte continuellement proliférant. Alors, cela dit, vous l'avez dit pour Montaigne, pour Proust, c'est sûr qu'il nous donne bien l'impression d'avoir été l'homme d'un seul livre. On a d'autres écrivains qui se sont presque émiettés dans des œuvres très nombreuses, ça n'est pas inintéressant aussi, dans une perspective que je qualifierais presque de polythéiste. S'il n'y a pas qu'un seul Dieu, il n'y a pas raison qu'une seule œuvre. Si nous sommes multiples, changeants, ondoyants et divers, pourquoi n'irait-on pas s'émietter dans d'innombrables textes qui se contredisent plus ou moins les uns les autres, ou en tout cas qui marquent un décalage? Il y a loin, on en connaît une parenté, mais il y a loin entre Palude, que Gide publie en 1895, Les nourritures terrestres, déjà 2 ans plus tard, et pourtant la tonalité est différente. En tout cas, il y a un souffle dans les nourritures terrestres, alors qu'il y avait pratiquement asphyxie dans Palude.
Et puis ensuite, la porte étroite, ça a tout l'air d'un récit très pur, un peu dans l'esprit d'Adolphe de Benjamin Constant et puis du Dominique de Fromentin, ou même du Lys dans la vallée. Et là-dessus, on tombe dans les caves du Vatican, c'est très rigolo, c'est très provocateur. Plus le fait qu'il y a les œuvres autobiographiques de Gide, plus le fait qu'il y a son journal qu'il a publié lui-même, qu'il a considéré que c'était une œuvre à part entière, que c'était devenu une œuvre à part entière, alors que c'est une suite de miettes. Et donc je crois qu'en fait, ce que je répondrai à votre question, c'est qu'il faut ne pas perdre de vue que ce qu'on appelle la littérature, c'est une suite d'exceptions. C'est-à-dire que chaque auteur et même chaque œuvre vient faire mentir ce qu'on a pu en dire, ce qu'on a pu dire de la littérature en général. À un moment donné, par exemple, il a été question de Rob Grillet. C'est intéressant pour votre sujet, Rob Grillet, vie-œuvre. Parce que Rob Grillet, je l'ai lu il y a fort longtemps, hein, par rapport à la plupart d'entre vous, et je crois que j'avais 18 ans. Bon, à ce moment-là, on avait la série, alors bon, il y avait le voyeur, on assiste, enfin le narrateur assiste et essaie de dissimuler au fait qu'il a assisté au viol d'une petite fille. Bon. Et puis alors, 4 ans plus tard, il y avait la jalousie. C'était un texte très très étonnant parce qu'on n'arrivait pas à comprendre qui racontait l'histoire. Au bout d'un moment, on se rendait compte que si, il y avait un narrateur, mais qui ne disait jamais je. Simplement, on se doutait qu'il était là parce qu'il y avait une femme mariée, un homme qui n'était pas son mari, qui avait l'air de se tourner autour, mais il y avait toujours 3 verres sur la table ou 3 sièges pour que tout le monde s'asseye. Bon. Alors on supposait qu'il y avait le mari derrière la jalousie, en proie à la jalousie. Et puis alors ensuite, on arrivait en 1965 à la maison de rendez-vous, et cette phrase extraordinaire, Linky la chair des femmes a toujours occupé sans doute une grande place dans mes rêves. C'est très beau, on rêvait avec cette phrase. Bon. Passé 29 ans, Rob Grillet avait commencé son autobiographie, et là on retrouvait la même phrase, mais avec quelques mots décalés. La chair des phrases a toujours occupé sans doute une grande place dans mon travail. Hein, c'était plus femme rêve, c'était phrase travail. Et puis, on se disait, bon, voilà, décidément, il a trouvé une façon de réécrire toute son œuvre, comme si c'était maintenant un autobiographe. Et alors, effectivement, au beau milieu du livre, il disait tout d'un coup, non pas moi à la Rob Grillet, mais moi, Jean Robin. C'est-à-dire qu'il s'attribuait le nom d'un de ses personnages. Vous imaginez Dostoïevski au beau milieu de son œuvre, plutôt qu'à la fin de sa vie écrivant moi, Raskolnikov. Donc évidemment, c'était un séisme, c'était passionnant. Et puis, en 2004, avec le total accord d'Alain Rob Grillet, son épouse publie le journal de leurs 5 premières années de mariage, jeune mariée. Et là, on découvre en lisant le texte que, de façon chronique, Rob Grillet était impuissant. Alors du coup, la chair des phrases, et la chair des femmes a toujours occupé sans doute une grande place dans mes rêves, ça devenait tout autre chose. Et cette œuvre qui était passée dans les années 50, dans les années 60, comme l'œuvre la plus maîtrisée, la plus impersonnelle qui soit, c'était presque une espèce de commandement, de diktat de la littérature impersonnelle. Brusquement, on se rendait compte que c'était peut-être l'œuvre la plus confidente possible. Et qu'à la relecture, oui, il n'avait jamais été qu'un insistant, un être sans corps qui voit se déplacer des sièges et des vers, qui peut dire la chair des femmes a occupé sans doute une grande place dans mes rêves. Mais ça s'arrêtait là. Et donc, si vous voulez, ce qu'on disait au début, je crois que de la même manière que la littérature, c'est une suite d'exceptions, je crois qu'il ne faut se priver de rien, d'aucune approche. C'était formidable de lire Rob Grillet sans rien comprendre, c'est-à-dire sans avoir la dimension de la biographie. On regardait le texte de près. Et puis maintenant, il se trouve qu'on a des données sur sa biographie. Du coup, on peut tout relire et relire autrement. Et c'est aussi comme ça que les œuvres vivent. Et qu'on vit avec, qu'on les transporte, qu'on les emmène avec soi. C'est formidable de pouvoir se dire à un moment donné, on a 45 ans, je lis Rob Grillet depuis tant d'années, j'avais rien compris. Et pourtant, il s'est contenté d'être discret, ce qui se comprend quand même, c'est bien son droit. Voilà, c'est des éléments comme ça que je propose. Alors, j'aimerais, si possible, passer du côté du lecteur et savoir comment peut-être lire une œuvre et Proust en général, une œuvre en général, Proust en particulier. Il y a Proust qui dit dans Le Comte de Sainte-Beuve, il vient de publier un article du Figaro, et il dit dans ces mots, il y a cette pensée, cette image, je suis tranquille, mon rôle est fini, chacun n'a qu'à ouvrir ses mots. Et ensuite, il commence à prendre un peu de peur de la mauvaise interprétation que peuvent faire les lecteurs, en disant peut-être que certains qui n'ont pas les mêmes idées que moi vont lire autre chose. Il se demande, alors au moment où ils lisent ces mots-là, qu'est-ce qu'ils voient? Donc ma question rejoint celle de Proust. À quel point, selon vous, les lecteurs voient-ils quelque chose de différent lorsqu'ils lisent les mêmes mots, les mêmes œuvres? Montaigne aussi se posait déjà cette question. Montaigne parlait du lecteur suffisant qui lisait dans
les essais beaucoup plus qu'il ne pensait y avoir mis. Et pourtant, il ne donnait pas tort, hein, ce lecteur suffisant, puisque ce lecteur suffisant était capable de lui en remontrer, de lui montrer ce qu'il avait dit sans avoir su qu'il le disait ou sans avoir voulu le dire, mais peut-être en désirant le dire. Donc Montaigne n'écartait pas la lecture du lecteur suffisant. L'auteur n'a évidemment, on rejoint l'opposition que faisait Proust entre l'intelligence et d'autres facultés qui sont mises en jeu dans l'écriture. Il est bien possible qu'on vous remontre assez souvent que vous avez voulu ou désiré dire ou dit autre chose que ce que vous croyez dire explicitement. Ça m'arrive tous les jours. Il y a un livre, on vous dit oui, et puis on est obligé de reconnaître qu'il y a autre chose. Qu'il y a autre chose. Et que peut-être c'était ça qu'on voulait dire. Hein, peut-être que c'était ça qu'on voulait vraiment dire. Hein, et que c'était passé par ce cheminement. Bon, alors, oui, le lecteur suffisant, mais attention, le lecteur suffisant, c'est un bon lecteur, hein, pour Montaigne. C'est pas le lecteur c'est pas le lecteur qui dit n'importe comment, bon, si vous voulez, dans la lecture, il y a toujours une tension que j'avais résumée un jour entre on lit depuis son propre temps, depuis sa propre culture, depuis son propre horizon, et puis on lit aussi depuis l'horizon de l'autre, le texte. J'avais résumé ça comme une sorte de dialectique entre l'allégorie et la philologie. L'allégorie, traditionnellement, c'est une façon de lire un texte anachroniquement. Depuis Homère, hein, on a lu l'Iliade allégoriquement quand le texte n'était plus lisible littéralement. Les colères des dieux étaient devenues insupportables, et donc il fallait les allégoriser, dire que c'était une psychomachie ou quelque chose de cette nature. Donc on allégorise un texte qui nous est devenu d'une certaine façon autre. C'est ce que nous faisons tout le temps. Quand je prends un livre d'un autre temps ou d'une autre culture, puisque c'est pareil, un livre qui est éloigné dans le temps ou dans l'espace, je l'allégorise. Donc je le lis à ma manière, à partir de mes propres questions. Et puis, je crois qu'il y a tout de même une tentation qui est toujours là, de comprendre le texte dans son propre horizon, de savoir à quelle question de son époque et de son auteur le texte répondait. Donc en cela, je ne sais pas si on y veut bien, mais on s'intéresse au contexte, on s'intéresse à la langue, on s'intéresse à la culture. Alors je sais bien, au XIXe siècle, on pensait que c'était possible. Hein, c'est ça qu'on appelait le cercle herméneutique. Le cercle herméneutique, on part de ces questions, puis on corrige ces questions à partir des réponses du texte. On se dit, tiens, il répondait à d'autres questions que celles que je me pose moi, puis on tourne. Et puis le cercle herméneutique, on pensait qu'au bout du compte, on arrivait à la vérité. On savait exactement ce que le texte avait voulu dire, ce que l'auteur avait voulu dire, ce que les premiers lecteurs avaient vraiment lu. Aujourd'hui, au XXe siècle, on a été beaucoup plus méfiant, beaucoup plus sceptique sur cette dialectique entre l'auteur et le lecteur. Et il y a même certains qui ont dit qu'on n'y comprenait jamais rien. Beaucoup ont soutenu, même beaucoup, quand j'avais 20 ans, tout le monde soutenait qu'on n'y comprenait jamais rien, qu'il n'y avait que des malentendus, qu'il n'y avait que de l'incompréhension. Là aussi, moi je suis assez partisan d'une voie moyenne. Ouais. On peut toujours chercher à comprendre, même si on sait qu'on n'arrivera jamais à réconcilier le même et l'autre. Et pourtant, la quête continue, et on en sait un peu plus sur les livres qu'on aime. J'en apprends sur Proust tous les jours, ou sur Montaigne tous les jours. Bon, voilà, ce ne sera jamais fini.
n'y a pas de dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot là non plus. Dans la lecture, il n'y a jamais de dernier mot dans la lecture. Si vous voulez bien me reposer la question pour que je vérifie que je suis dans l'axe. Alors la question, j'ai oublié ma question d'ailleurs, c'était Moi, est-ce qu'il faut, en gros, est-ce qu'il faut lire, est-ce qu'il faut essayer de lire ce que l'auteur a voulu dire en fait. Oui, mais je n'ai rien ajouté à ce qu'a dit Antoine Compagnon. Je crois qu'il ne faut jamais s'interdire de travailler, il ne faut jamais s'interdire de chercher, il ne faut jamais s'interdire d'être modeste, c'est ce que j'ai entendu dans votre réponse, ne jamais s'interdire d'être modeste. Alors, vous avez été mon étudiant, et puis vous avez remarqué qu'on avait travaillé sur le texte de J.K. Rowling sans pratiquement jamais s'occuper de sa biographie, parce que je crois que ce qui était à ce moment-là le plus urgent, c'était de débarrasser le texte de ce que déjà les films avaient ajouté. Donc il fallait nettoyer le texte, si vous voulez. Mais et puis surtout le fait que actuellement, l'auteur étant vivant, les biographies sont truquées. Quoi. Pardon, j'ai pas entendu de qui ça avait été. De J.K. Rowling, auteur de Harry Potter. Ah oui. Les biographies sont truquées, d'abord parce qu'il peut toujours y avoir un référé qui a perdu de recherche, parce que donc pour l'instant, ça n'est pas très intéressant de s'occuper d'un auteur pour essayer de le comprendre. Et puis le texte n'est pas loin de nous, en sorte qu'on a moins de mal à le contextualiser. Mais il est certain que dès qu'on s'attaque à un texte un peu ancien, d'ailleurs c'est ce que Sainte-Beuve nous propose, hein, il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'établir avec notamment les correspondances, les témoignages, le maximum de données dont on n'aura peut-être pas besoin, qui ne vont peut-être pas apporter des éclairages éblouissants sur les œuvres, mais il faut le faire. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les Anglais nous ont précédés clairement dans cette voie, puisque cette méthode de Sainte-Beuve que Taine décrivait comme inapplicable, hein, on recueille les témoignages, on recueille la documentation qu'on peut avoir sur un auteur, eh bien ça avait été fait hein, par James Boswell lorsqu'il s'est attaqué au Dr Johnson, et en 1791 il publie hein, la vie du Dr Johnson, qui est restée pour les Anglais la première grande biographie, une espèce de temple inimitable. Ça se trouve, si vous lisez mal l'anglais, aux éditions L'Âge d'Homme, vous trouverez les 840 pages, elles sont éditées, traduites. C'est intéressant de voir que quand on lit ce livre, d'abord les Anglais le continuent de le placer très très haut, que c'est un livre qui, traquant son objet, traquant le Dr Johnson, a réussi à faire du Dr Johnson l'auteur le plus cité par les Anglais après Shakespeare. Donc un livre finalement qui a servi à la gloire du Dr Johnson, qui peut-être par ailleurs se serait un peu effondré, puisqu'en fait ce qu'il avait écrit le plus important c'était un dictionnaire de la langue anglaise, qui était le premier à envisager de produire, et puis il n'y a pas eu d'équivalent de ce dictionnaire avant 1928, donc c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment du temps pour que l'œuvre de Johnson soit dépassée. Et donc voilà, je crois qu'il ne faut surtout pas s'interdire, Antoine Compagnon vous l'a dit, il ne faut surtout pas s'interdire d'être modeste, d'être patient, d'aller vérifier, d'être précautionneux. On ne sait jamais, il y a peut-être des pépites à trouver. Néanmoins, il ne faut pas non plus, mais ça personne ne le propose, il ne faut quand même pas non plus oublier qu'il s'agit de rendre compte d'un texte, et donc il s'agit de le lire de près. Et ce serait ça, si vous voulez, le problème du lecteur et du contresens. Le lecteur qui commet un contresens est-il un lecteur qui a vraiment patiemment lu? S'il a patiemment lu, son contresens n'en est probablement pas un. Il a su trouver un angle d'attaque qui n'est pas le mien. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que tous les lecteurs aient la patience de la lecture, sans compter qu'il y a des livres qui sont extrêmement difficiles à lire de ligne à ligne. On est tellement emporté, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Absalom de Faulkner. Si vous le lisez pour la première fois, je vous mets au défi de lire patiemment les dernières pages. C'est un tourbillon, on est entraîné vers la fin, c'est le même phénomène se produit avec 100 ans de solitude, donc on court à travers le texte, et on est littéralement absorbé par une espèce de maelstrom, il y a un effet physique du texte sur le lecteur. Alors là, évidemment, il y a toujours le risque de contresens. Parmi les contresens très amusants, il y en a un qui me revient en mémoire, c'est au moment où Céline a publié Bagatelle pour un massacre. Et Gide s'est fendu d'un article, donc un texte farouchement antisémite, violemment antisémite. Et Gide s'est fendu d'un article pour le défendre. Et alors la défense, c'était, mais enfin écoutez, c'est une plaisante, c'est évident, c'est une plaisanterie, vous n'avez pas vu la potagerie, il se moque du monde, il ne peut pas croire ça sérieusement, donc il plaisante. Ah, et bien, la suite a permis d'établir que Gide était doucement naïf. Mais ça, c'est un contresens qui n'est pas très connu, qui est un contresens assez impressionnant de candeur et de tendresse.
Céline a provoqué beaucoup de contresens, parce que Voyage au bout de la nuit avait déjà été lu comme traduit immédiatement en russe, et parce que c'était considéré comme un texte prolétarien. Ce qui a fait que Céline a eu beaucoup de rôles, qu'il est parti en Russie et qu'il est revenu pour écrire un ciel pamphlet. Il y a un effet pervers de ce contresens-là sur la suite de la carrière de Céline. Oui, au fond, le reproche qui est fait sous le nom de beuvisme, c'est de se servir des œuvres pour écrire la vie des auteurs, au lieu d'utiliser éventuellement la vie des auteurs pour enrichir le sens des œuvres. C'est ça, le fond du reproche. Lire, et c'est ça qui est reproché à Sainte-Beuve, c'est de ne pas lire les textes pour eux-mêmes, cette sorte de perversion qui fait qu'au lieu d'aller chercher dans la vie de quoi enrichir le sens de l'œuvre, on va chercher dans l'œuvre de quoi raconter la vie de l'auteur. Et avec Proust, évidemment, c'est très tentant d'enrichir une biographie de Proust à partir de ce qu'on trouve dans le roman. Par exemple, sur l'homosexualité. Il n'y a pas beaucoup de détails connus dans la vie, à cause de la discrétion de Proust, dont vous avez parlé, tandis que dans l'œuvre, il y a beaucoup sur Sodome et Gomorrhe. Donc c'est là aussi, d'une certaine façon, chez Proust, c'est une recommandation de prudence anticipée. Ne lisez pas La recherche du temps perdu pour écrire ma biographie. Mais vous savez, le résultat que Roland Barthes, tout à fait hostile au biographisme et au beuvisme et partisan du texte, a écrit une critique enthousiaste de la vie de Proust par Georges Painter en 1965, en disant que c'était en quelque sorte Proust au carré. On lisait la vie de Proust comme un roman de Proust supplémentaire. Donc il y a une sorte de perversion si on se met à lire la biographie de Proust comme un roman de Proust. Mais c'est ça au fond du problème. C'est ce sert-on des œuvres pour occulter des œuvres pour occulter le texte et écrire la vie des auteurs. Et puis, bon, si on revient à ce débat des années 60, c'était le reproche qui était fait aux professeurs d'histoire littéraire, aux professeurs de la Sorbonne, de passer toute l'année du cours à raconter la vie de Racine, et puis au dernier cours, au mois de mai, d'aborder Phèdre. Donc il y avait une disproportion, c'est ça aussi qui peut choquer, et c'est ce qui fait que ce débat a pu avoir une certaine actualité à d'autres moments. Bon, il était en effet très actuel quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il l'est moins. Il était très actuel quand j'avais 20 ans parce qu'il y avait cette polémique très vive entre histoire littéraire et toutes les formes possibles d'un retour au texte. On retournait au texte. On retournait au texte contre ceux qui passaient les 90% de leur enseignement à raconter la vie. Et ça existait, bien sûr. Ça a existé. Et puis alors ceux qui se sont mis à parler du texte, eux, ils passaient 90% du temps à parler de la méthodologie du texte. Et ils n'abordaient le texte que peu dernier. C'est 50-50 qui se fait. Alors, bon, la proportion, quelle est la juste proportion entre intérêt pour le contexte et intérêt pour le texte là encore, c'est une théorie des exceptions. C'est l'objet qui l'impose. C'est l'objet que vous traitez qui impose la manière de le traiter. Vous dites dans le démon de la théorie, on tente d'expliquer par le contexte un texte qui nous intéresse précisément parce qu'il échappe à ce contexte. Oui, alors ça c'est aussi un vieux problème. Je le dis, je fais que rappeler un vieux problème, puisque le paradoxe des œuvres auxquelles nous nous intéressons, c'est qu'elles durent. Donc on s'intéresse à des œuvres qui durent,
et on essaye de l'expliquer dans leur temps. Mais cette tension, elle est inhérente à l'art qui survit. On s'intéresse à la statuaire grecque, on s'y intéresse parce qu'elle survit pour nous, parce qu'elle nous touche, parce qu'elle nous émeut, et en même temps, on a cette volonté de l'expliquer, de la comprendre. C'est pour ça que je disais qu'on est toujours dans la tension entre ce que j'ai appelé allégorie et philologie. Tirer l'œuvre vers soi et retourner l'œuvre à son temps. Mais c'est un mouvement circulaire ou dialectique et il faut entrer dans ce jeu. Qui fait que... Alors est-ce que l'œuvre, une fois qu'on l'a expliquée, elle ne nous touche plus? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Chaque fois que je reprends Proust, alors que j'en ai fait l'édition critique, je lis autre chose. Chaque fois que je prends mon texte, il faut que je prends Baudelaire, des auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Le lecteur savant est aussi un lecteur innocent. Hein. On est très capable d'être à la fois comme on dit, un idiot savant, et d'avoir devant les textes la même naïveté que... Là aussi, il faut être un peu bête. Hein. Je disais, pour être écrivain, il faut être un peu bête. Pour être lecteur aussi, il faut être un peu bête. Il faut... moi, je suis très capable de me laisser prendre dans un roman, dans n'importe quel roman, quand je suis dans un train ou aux vacances. Nous sommes des êtres compliqués. Hein, nous sommes des êtres compliqués, avec différents moi, comme dit et on peut... le lecteur savant est aussi un lecteur innocent. Alors Proust a dit, la poésie est quelque chose de secret, Sainte-Beuve ne l'a pas compris. Et dans une de vos interviews, M. Combat, vous semblez d'accord avec Gide quand il critique Maupassant, qui serait selon lui chacun de ses lecteurs la même chose et ne parlerait à aucun en secret. Donc est-ce que vous pensez qu'un grand écrivain, et donc Proust aurait pu réussir à le faire, l'inverse, est-ce qu'un grand écrivain n'est à aucun de ses lecteurs la même chose et parle à chacun en secret? Bon, donc ça commence par moi. Oui, Gide dit ça en réponse à une interview, mais une interview papier où on avait envoyé la même question à une centaine d'auteurs. Je suppose que ça se trouve en Pléiade dans les essais critiques, et avec un peu de chance, c'est page 400 que vous avez cette enquête, où il dit deux choses, une que je ne cite jamais, je vais faire exception aujourd'hui, et puis l'autre que je cite toujours. Celle qu'il ne dit jamais, c'est qu'on a intérêt à lire Maupassant parce que c'est un très bon ouvrier des lettres, et qu'on apprend à écrire, à construire une nouvelle, à la conduire en le lisant. Et il y a au moins un cas qui confirme, c'est le cas de Tchekhov, qui a écrit ses nouvelles après avoir bien travaillé sur les œuvres de Maupassant, sur les nouvelles de Maupassant. Et puis ce que rajoute Gide, qui apparemment n'avait pas une tendresse pour Maupassant, c'est qu'il dit que ce très bon ouvrier des lettres n'est que cela, qu'il est à chacun de ses lecteurs la même chose et ne parle à aucun en secret. Et il se trouve que j'ai rencontré cette phrase à un moment où je me débattais non pas avec la poésie, mais avec Kafka. Et j'ai eu le sentiment que Kafka, c'était tout le contraire, qu'il n'était à aucun de ses lecteurs la même chose parce qu'il parlait à chacun en secret. Et je crois, oui, qu'il y a de ça. C'est-à-dire que je crois qu'un écrivain établit avec nous une communication, mais dont on ne saura jamais les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on serait même bien incapable de dire exactement qu'est-ce qui nous attire en lui. Il n'y a pas de question plus difficile que pourquoi vous aimez ça. Comment voulez-vous que je le sache? C'est très enfoui. Alors je peux vous faire une réponse intelligente. Une réponse dans laquelle je vais vous dire, je vais parler de son style, je vais parler de sa thématique. Et puis, il y a que tout ceci n'explique pas ce qu'a été la rencontre avec le texte, où il s'est passé quelque chose, un trouble, un désarroi, et on n'est pas encore au bout. C'est la même chose d'ailleurs dans une histoire d'amitié. Il y a 50 personnes dans une salle, on s'ennuie à périr avec sa coupe de champagne, et puis il y a deux regards qui s'approchent, et puis il y a une amitié qui va commencer souvent avec une espèce d'échange de sourire ironique, parce que manifestement, on est les deux à penser que vraiment tous les autres sont ennuyeux, donc petite complicité, quelque chose démarre. Et puis la relation amoureuse, c'est pareil, mais on ne peut pas savoir exactement. Il se trouve, par exemple, moi je suis arrivé à la conclusion que dans son œuvre, Kafka, y compris l'œuvre publiée, mais également celle qu'il destinait à un moment ou à un autre à la publication,
Il avait consciencieusement évité dans toute cette œuvre, à la fois celle qu'il a publiée et celle qu'il a pensé à un moment donné à publier, il avait consciencieusement évité le mot juif, qui par ailleurs sature sa correspondance. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose autour de l'imprononçable nom, non pas de Dieu, mais de lui-même, de sa condition. Bon. C'est l'idée à laquelle je suis parvenu. Il est possible que je me trompe. Évidemment, comme je l'ai soutenu, j'y tiens, je m'y cramponne un tant soit peu. Mais pour autant que je sache, ça ne me concerne pas en propre, et en même temps, ça m'émeut au dernier degré. L'idée qu'un écrivain construirait son œuvre parce qu'il y aurait un mot imprononçable, que ce serait trop violent ou trop douloureux de le prononcer, que ça lui ferait peur à lui-même, et pourtant que ce mot serait constitutif de son identité. L'idée, si vous voulez, que tout ce festival de mots qui est une œuvre serait pour but finalement d'en cacher un, d'en enfouir un, d'en protéger un qu'on ne prononcera jamais, je trouve ça, enfin vraiment, moi ça m'émeut. Pourquoi ça m'émeut, j'en sais rien. Et voilà, je sais à peu près pourquoi j'ai une relation personnelle avec des œuvres que j'aurais très bien pu ne pas rencontrer, surtout bon, c'est en allemand, etc. Pour autant, je n'ai pas je n'ai pas de réponse à votre question. Ce que je crois, oui, c'est qu'il s'établit une communication entre une œuvre, mais c'est pareil évidemment en peinture, c'est pareil en musique. On ne saura jamais vraiment. Simplement, je crois qu'il faut se laisser faire et travailler. Se laisser faire, c'est-à-dire se laisser attirer par ces œuvres, ces quelques œuvres qui nous attirent beaucoup plus que d'autres, et travailler comme Antoine Compagnon l'a fait, c'est-à-dire éventuellement sa vie entière. Sa vie entière pour essayer pour essayer d'approcher un peu, bon, dans son cas, Montaigne-Proust, et puis dans votre cas, à vous, un autre auteur. Aller au bout, si vous voulez, mais sachant que, vous savez, la formule de Baudelaire, au fond du gouffre, trouver du nouveau. Allez-y, vous ne trouverez pas. Mais allez-y quand même, il faut descendre au fond du gouffre. Hein. Voilà, c'est un peu ça ce que je dirais. C'est qu'une œuvre qui nous interpelle est un gouffre et il faut descendre et on ne trouvera pas. Mais c'est pas grave. Tout le bonheur est dans la descente dans le gouffre. Oui, je vous citerai encore Montaigne. Hein, le véritable chasseur, c'est celui qui aime la chasse, hein, qui n'aime pas la prise. Hein. Ce sont les faux chasseurs qui ne s'intéressent qu'à la prise. Les vrais chasseurs, ce qu'ils aiment, c'est le paysage. Et la prise, c'est secondaire. Pourquoi on chasse le renard qu'on ne mange pas? On s'est beaucoup amusé à le chasser. Alors, une dernière question avant de passer aux questions du public. Proust dit, toujours dans le Conte Sainte-Beuve, en réalité, ce qu'on donne au public quand on écrit, c'est ce qu'on a écrit seul. Alors, pour soi-même, c'est bien l'œuvre de soi. Alors, est-ce qu'un écrivain écrit pour lui ou pour les autres? Est-ce qu'un écrivain écrit pour lui ou pour les autres? Alors, bon, j'ai un petit peu abordé cette question tout à l'heure en disant que pour écrire, il fallait à un certain moment passer des compromis. Compromis qu'au fond, l'écriture est toujours la trahison d'un idéal. Une idée très blanchotienne, pensée à travers le mythe d'Orphée. Chez Blanchot, il y a beaucoup d'Orphée, à propos de Kafka, justement, à propos de Kafka. Même Kafka, il y a un compromis, nous dit Blanchot. Même Kafka, il y a un compromis. Blanchot a beaucoup fait passer. Blanchot s'est intéressé aux auteurs que j'évoquais, Mallarmé, etc. Donc il y a un compromis qui fait qu'à un certain moment, ben, précisément, l'écrivain pense à un objet achevé, visionne l'œuvre. Flaubert en parle. Tous les écrivains en parlent dans leur correspondance, dans leurs journaux, de ce moment où, comme disait Barthes, ça prend. Un moment où ça prend, qui est lié à un fantasme, à une vision de l'œuvre comme un objet. Or, cet objet, c'est un objet qui est partagé avec le lecteur. Quand ensuite, on écrit, oui, le lecteur est là. Il est là parce qu'il y a ce fantasme d'un objet partageable avec ce que ça peut comporter de compromis. Et il y a un moment très important. J'avais étudié ce moment sur
Proust, dans le cours que j'avais fait il y a 2 ans, puisque c'était au moment du centenaire de la recherche du temps perdu, j'étais bien intéressé à cela. Au moment où l'écrivain voit son œuvre imprimée pour la première fois. Vous savez, Baudelaire parle de ça hein, dans Mon cœur, mes amis, fusée, il dit l'écrivain qui corrige ses premières épreuves, c'est comme la première vérole. On sait ce que cette première vérole lui a coûté, à lui, hein, mais c'est l'idée de se rencontrer imprimé. Quand on se rencontre imprimé, il y a une certaine extériorité de l'objet. Souvenez-vous du début du Contre Sainte-Beuve. Quelle est la scène originaire du Contre Sainte-Beuve et de toute la recherche du temps perdu? Qu'est-ce que c'est le fantasme originaire de la recherche du temps perdu? C'est quoi? Eh bien, c'est ce matin où le narrateur est endormi, où sa mère dépose sur son lit le Figaro. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le Figaro et il dit « Ah, il y a un article, mais on m'a volé mon article, c'est pas le mien, c'est pas le mien. » C'est la confrontation de l'auteur, et puis enfin, il comprend que c'est son article. Mais il y a tout ce moment de fausse reconnaissance. C'est le moment originaire de la recherche du temps perdu. Dans le roman, il a lieu beaucoup, beaucoup plus loin. Il a lieu dans Albertine disparue, donc il a lieu au 6e volume. Mais dans Contre Sainte-Beuve, c'est la scène originaire. La scène originaire de la recherche du temps perdu, c'est se voir imprimé. C'est pour ça que je dis que c'est la bêtise. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette dimension de bêtise, c'est se voir imprimé. Et enfin, il se reconnaît. Cette scène a été beaucoup réécrite dans Contre Sainte-Beuve. Il y en a plusieurs versions. Dans la première version, souvenez-vous, la mère pose le Figaro si discrètement au pied du lit du narrateur qu'il comprend que son article a été publié. Donc c'est raté. Bon, Proust met à l'écart cette version. Version suivante, c'est la 3e. Elle pose le Figaro au pied de son lit d'un air qui est plus si discret qu'il comprend ce qu'il y a. Donc il ouvre le Figaro et il lit l'article comme si ce n'était pas lui. C'est la première vérole de Baudelaire. Hein. Il lit son article comme si ce n'était pas lui. Puis vous savez ce qui se passe dans Albertine disparue, à propos de cette scène. Il imagine ensuite tout Paris qui ouvre son Figaro au petit déjeuner pour le voir imprimé. Et il imagine que ce Figaro pénètre dans tous les hôtels particuliers du Faubourg Saint-Germain, toutes les jeunes filles qu'il voudrait séduire, qui découvrent son nom à la première page du Figaro. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, si vous avez lu, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Il va chez le duc et la duchesse de Guermantes pour observer quel a été l'effet de son article publié. Et bon, il est obligé de trouver un prétexte pour aborder le sujet. À un moment, il dit au duc et à la duchesse « Ah, à propos d'Elstir, j'en ai pas parlé dans mon article du Figaro ce matin. » Et le duc de Guermantes dit « Un article dans le Figaro? Non. Il n'y avait pas l'article de vous dans le Figaro ce matin. Y en avait-il, duchesse? Nous avons chacun notre exemplaire. N'est-ce pas? Non, nous n'avons rien vu. Il n'y avait pas d'article dans le Figaro. Et voilà. Et voilà, c'est la déception totale. Personne n'a lu l'article qui était à la première page du Figaro. Voilà, on est toujours déçus. On est toujours déçus. Mais vous voyez comment le lecteur est là dans la scène originaire et comment cette scène originaire est fantasmée. Le lecteur, il est présent. Toute la recherche est construite sur cette scène. Et puis, finalement, on envoie quelqu'un chercher le Figaro et le duc dit « Ah ben oui, c'était là, mais enfin, il ne lit pas pour autant. » Il ne lit pas pour autant. Donc, oui, l'auteur écrit pour un lecteur. Il est toujours déçu. Il est toujours déçu. Bien entendu, ça fait partie du jeu. Moi, j'adore ce passage de l'Albertine disparue. Je l'adore. Et si vous voulez, pensez que c'est la scène originaire, et puis pensez à l'importance de ce qu'est cette rencontre
avec l'objet devenu livre pour un auteur. C'est une scène assez tragique, et lorsque Proust corrige les épreuves de Du côté de chez Swann en 1913, il y a un certain nombre d'ajouts qui sont capitaux du point de vue de ce que c'est qu'un auteur. Par exemple, tous les passages sur Bergotte. Bergotte, vous savez que c'est un personnage considérable, c'est l'écrivain imaginaire. Vous vous souvenez sûrement de ces pages du début Du côté de chez Swann où le narrateur dit que lorsqu'il lit Bergotte, ce sont des phrases qu'il aurait pu dire lui-même à propos de Françoise, à propos de son phrase et de la cuisine. Cette façon de se comparer avec Bergotte. Et puis, il y a un assez long passage où il se demande qu'est-ce que c'est qu'un grand écrivain à propos de Swann sur Bergotte. Tout ça, ce sont des ajouts sur les épreuves. Comme si c'était avec la confrontation des épreuves que l'écrivain se demandait vraiment qu'est-ce que c'est qu'être écrivain. Les épreuves, ça circule presque déjà. Oui, le lecteur compte beaucoup. Encore une fois, dans ce que j'appelais un peu la bêtise de l'écriture, l'aspect manuel, final. Je pense qu'on est même à la place du lecteur. On essaie de lire l'article comme si c'était... Comme s'il était le lecteur lambda. J'imagine même que c'est marrant cette scène où il se demande si le fait qu'il soit en première page va le déprofiter ou le profiter dans le fond du symbole. Il se dit peut-être qu'on va passer très rapidement sur moi. Enfin, oui, il se met dans la place du lecteur. Il imagine le lecteur le lisant comme lui après ce moment de fausse reconnaissance, de malentendu. Bon, c'est une scène magnifique. On va passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions ? Malheureusement, j'ai pas tout lu et je suis pas érudit là-dessus, mais vous êtes jeune, c'est votre avantage. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais on a parlé en fait de Proust un peu versus Sainte-Beuve, et en fait, je crois savoir que Sainte-Beuve est quand même antécédent à Proust, et je voulais savoir justement en quoi Proust a été influencé justement par Sainte-Beuve. Enfin, si Sainte-Beuve, parce qu'on sent qu'il a quand même été entre guillemets un peu obsédé par ce qu'il a pu écrire, et sur le fait que, enfin la théorie de Sainte-Beuve en tout cas, sur le fait qu'on doit connaître l'écrivain pour pouvoir le lire, en quoi ça a changé peut-être comment Proust a écrit La Recherche du temps perdu, quoi, finalement. Est-ce que ça Mon compagnon va être bien plus avant que moi. Ce qui me frappe quand même, oui, c'est que bien sûr, vous avez raison, hein, Sainte-Beuve est antérieur à Proust. Je crois même me souvenir qu'il avait enlevé, provisoirement du moins, à Victor Hugo son épouse. Et donc, on est quelque part dans les années 1830, 1850. C'est un romantique, Sainte-Beuve. Oui, c'est un romantique. Et donc, Sainte-Beuve est mort, et bien mort, au moment où Proust le lit. Une chose qui est frappante dans le contre Sainte-Beuve, et qui peut-être explique bien des choses, c'est qu'à certains moments, Proust est manifestement très agacé, très en colère contre les effets du style de Sainte-Beuve. Le fait qu'il utilise des mots de façon impropre, décalée et sans profit. C'est-à-dire que le mot est utilisé de façon impropre, il y a un effet, mais il n'y a pas d'embellissement, il n'y a pas d'éclaircissement. Et il y a peut-être, bon, mais je ne serai pas assez savant, il me semble que dans les reproches, un de ceux qui est le moins apparent dans le texte, mais qui est quand même assez constant, c'est qu'au fond, il lui reproche de mal écrire, c'est-à-dire d'écrire en trahissant la langue. Pratiquement. Moi, ça m'avait frappé, ça. Mais... Oui, il y a ce reproche de l'adjectif décalé. L'adjectif décalé vient, mais en même temps, Proust le pratique. En même temps, Proust le pratique avec l'effet de surprise. Il l'a bien analysé chez Sainte-Beuve. Bon, c'est vrai qu'il analyse, pour Flaubert, vous l'avez dit, il analyse quand même bien le style de Flaubert. Vous l'avez dit, non, passez à côté, mais Proust est attentif à la manière d'écrire de Flaubert, de Sainte-Beuve. Ils repèrent très bien leur technique stylistique. Il y a donc cet adjectif. Et puis, bon, il y a cette règle des trois adjectifs aussi. Il reproche à Sainte-Beuve ces trois adjectifs, dont le troisième est décalé. On est censé faire une gradation, mais le troisième tombe à plat. Donc,
ça se trouvera chez Proust sur certains de ses personnages. Donc oui, il a appris des choses de Sainte-Beuve, si vous voulez, à jouer de ce troisième adjectif dégradé, par exemple. Mais il me semble que pour les leçons de style, il doit beaucoup plus à Chateaubriand, par exemple, à Flaubert, à Saint-Simon. C'est Saint-Simon, c'est Vigné. Saint-Simon, c'est Vigné, c'est grand modèle. C'est le modèle de la phrase proustienne longue, une phrase avec des rallonges. C'est pas une période, c'est pas une phrase construite périodique, c'est une phrase à rallonge. Et cette phrase à rallonge, c'est celle du style familier de l'âge classique. Donc, c'est Vigné, la lettre, Saint-Simon, les mémoires. Proust rallonge beaucoup les phrases avec des participes présents. Moi, j'ai tendance, par émulation, à mettre trop de participes présents. Il faut toujours que je me relise pour supprimer les participes présents. Bon, c'est une habitude qui vient d'avoir trop pratiqué Proust. Et c'est presque un anglicisme, d'ailleurs. Oui. Il a pu emprunter notamment à Dickens, parce qu'il a quand même beaucoup lu les Anglais, et notamment, il semble qu'il ait très attentivement lu Dickens, qu'on lit moins aujourd'hui, mais ses contemporains étaient très attentifs à Dickens. Il semble en revanche qu'il n'ait pas été particulièrement intéressé par Goethe, qui était une très grande référence pour les hommes de sa génération. Donc il anglicise, si vous voulez, un peu la littérature française, en allant du côté de Dickens, du côté de Thomas Hardy, au moins ces deux-là. George Eliot. Ah oui, et George Eliot. Il a beaucoup lu ces romanciers qui ont traduisé à ce moment-là. Et Dostoïevski, qu'Anatole Revollieu avait mis au bout du jour. Alors, une question pour rebondir sur ce que vous disiez la dernière, sur la relation auteur-lecteur. C'est dans quelle mesure les lectures d'un écrivain vont influencer son écriture? Les lectures? Oui. Est-ce que l'écrivain ne serait pas avant tout un bon lecteur je pense notamment au pastiche ou en lisant... Oui, les lectures, je pensais les lectures qu'on faisait de son œuvre, les lectures d'un écrivain. Mais oui, un écrivain, c'est un lecteur. Je n'imagine pas qu'on puisse être écrivain si on n'est pas d'abord un lecteur. Et Proust a été un très grand lecteur avant d'être un écrivain. Bon, évidemment, il y a ce mythe de l'expressivité naturelle, un peu rousseauiste, qu'on peut écrire sans avoir lu. Mais si on pense ce que Proust en dit, si on écrit sans avoir lu, il y a beaucoup de chances que ce qu'on dise soit assez banal. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut, d'une certaine façon, tout reparcourir. Alors, Proust a beaucoup lu, je me corrige aussitôt. Proust n'a pas, par exemple, Proust n'a pas énormément lu Sainte-Beuve. Proust, bon, quand j'avais publié les carnets, j'avais pu montrer que, au fond, ce qu'il connaissait de Sainte-Beuve, c'était peu de choses. C'était toujours les mêmes quelques articles de Sainte-Beuve qu'il citait. Parce que le corpus beuvien, c'est énorme, hein. Les lundis, les nouveaux lundis, Port-Royal, c'est énorme, Sainte-Beuve, c'est énorme. Proust en a très peu lu, et donc il était un grand lecteur au sens où il allait vite à ce qui comptait pour lui, et finalement il cite fort peu d'articles de Sainte-Beuve. Proust n'avait pas de bibliothèque. Proust ne s'intéressait pas aux livres. On a très peu de livres de Proust. Quand il avait besoin d'un livre, il l'empruntait à ses amis, enfin, il savait qu'il y avait les livres. Il n'avait pas Sainte-Beuve. Il l'empruntait à un tel ou à un tel, ou il envoyait Céleste à la librairie Fontaine, du boulevard Haussmann. Proust n'était pas du tout un bibliophile et n'était pas du tout attentif à sa bibliothèque. Mais c'était un grand lecteur de la littérature classique. Il y a Racine. Oui, le 19e, le 17e et le 19e. 17e et 19e. Le 18e est absent. Le 18e siècle est absent chez Proust, à peu près complètement. Ce qui fait, d'ailleurs paradoxalement, j'avais un jour écrit là-dessus,
que l'expression le Xe siècle, celle qui est la plus abondante, c'est le XVIIIe siècle. Il y a beaucoup plus de XVIIIe siècle dans la recherche du temps perdu que de XVIIe ou de XIXe. Parce que seul le XVIIIe siècle est un siècle pour Proust, parce que ça ne l'intéresse pas. Alors qu'au XVIIe, il parle de Racine, de Sévigné, et il ne les résume pas sous l'appellation XVIIe siècle. Et pour le XIXe siècle, il parle de Baudelaire, de Balzac, de Vigny, de Flaubert, mais le XIXe siècle, ça n'existe pas. Seul le XVIIIe siècle existe pour Proust. Parce qu'il n'y a rien dedans. Parce que ça n'intéresse pas. Et donc, ça peut être un style général, une époque. Pour ce qui est de ce que vous avez dit de la littérature, ça se retrouve également dans la peinture. C'est-à-dire que c'est extrêmement frappant quand on lit Proust pour la première fois, surtout si on a 18 ans, on a le sentiment d'une culture infinie. Et puis quand on commence à regarder un peu mieux, on se rend compte que, comme il était allé à Venise, il a quelques mots à dire de Carpaccio, mais que tout le reste de la peinture italienne, bon, sauf Raphaël quand même, mais enfin dans le reste il n'y connaît rien, qu'il ne savait rien de la peinture espagnole, et donc il n'y a jamais une référence, jamais un mot sur Goya. Et donc en fait, tout à la fois, il a une culture qui nous paraît très étendue, mais en fait elle est très étendue parce qu'elle est très fouillée. C'est-à-dire que les quelques éléments qui l'ont intéressé, il les a tournés, retournés, mastiqués à l'infini. Et quand ensuite on confronte avec l'œuvre, on est surpris. Je me souviens, parce qu'évidemment j'avais lu, à le savoir par cœur, le petit pan de mur jaune, jusqu'au jour où je me suis retrouvé devant la vue de Delphes de Vermeer. Il est tout sauf jaune, ce petit pan de mur. C'est sa mémoire qui l'avait reconstitué, un peu repeint. Alors maintenant, pour répondre à la question initiale que vous posiez, je crois que oui, bien entendu, hein, quelqu'un qui voudrait écrire ne pourrait pas le faire sans aiguiser son bec, si j'ose dire. Hein. C'est ce que Gide dit des phrases de Stendhal. La phrase de Stendhal, j'aiguise mon bec. Donc il aurait besoin de lire. Et il y a des auteurs beaucoup plus dangereux que d'autres, et je crois que Proust est assez dangereux. C'est-à-dire que je crois que Proust est parfaitement capable d'exercer une emprise sur son lecteur. Il le dit lui-même, c'est à propos d'Albertine, où à un moment donné, elle parle devant lui, et il l'écoute pour la forme, pas pour le fond, et il se dit, oui, bien sûr, si j'essayais d'expliquer la même chose, je ne parlerais pas comme elle, mais en même temps, si elle ne m'avait pas connu, elle ne parlerait pas comme ça, en sorte qu'en parlant, elle reprend des tournures, des expressions qu'elle a apprises de moi, et d'une certaine manière, elle est mon œuvre. Et on sent chez Proust une espèce de fantasme d'emprise où, au fond, sa vision deviendrait une vision totalisante et où il ne serait plus possible d'avoir une autre vision du monde que celle qu'il nous imposerait. Mais ça ne lui est peut-être pas spécifique, c'est-à-dire qu'il me semble qu'ils ont été plusieurs à essayer d'écrire le dernier livre. Mallarmé a essayé d'écrire le dernier poème, d'ailleurs en ce qui concerne le sonnet, on peut considérer pratiquement qu'il a réussi. Le sonnet en X, après ça, essayer de faire mieux que possible pour la faire classer. Et voilà, et donc il faut se méfier quand même que Proust a abordé tellement de sujets. Je me souviens d'avoir croisé, c'était un pur hasard dans un train, c'était il y a très longtemps, la dame qui était à ce moment-là la présidente de la Société des Amis de Marcel Proust aux Pays-Bas. Elle parlait le français, donc au bout d'un moment, on a échangé, voilà. Et elle me disait que, parce qu'elle avait déjà lu toute la recherche, ce qui n'était évidemment pas mon cas à cet âge-là, et elle me disait, mais il a absolument tout décrit sauf un paysage vu d'avion. Et le fait est que, je ne sais pas si c'est exact, si on peut dire ça, mais il a traité tellement de sujets, il est allé fouiller dans tellement de directions, qu'on peut très bien vraiment se laisser envahir par lui, et au fond, ne plus arriver à s'exprimer que dans ses termes à lui, et c'est évidemment pas comme ça qu'on construit une pensée indépendante. Donc, je crois que tout auteur trop passionnément aimé est un poison dont il faut immédiatement chercher les antidotes. Mais il faut quand même voir le poison, hein, sinon c'est pas drôle. Sinon on n'a pas non plus travaillé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, Proust s'est servi du pastiche pour se débarrasser des influences. Le pastiche sert à ça. Une fois qu'on l'a compris. Alors évidemment, l'art du pastiche, tout le monde savait pasticher. On pastichait beaucoup. Un jeu de salon à l'âge de Proust. Oui, c'est vrai que la culture de Proust est drôle. Par exemple, j'ai montré dans un article que Proust n'était pas allé au Louvre pendant 25 ans. Gide y va tous les jours. Chaque fois qu'il passe devant le Louvre, en allant du 7e arrondissement, quartier latin, chaque fois
traverse Paris, il s'arrête au Louvre. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il y a de longues queues, mais dans les années de Proust et de Gide, on pouvait toujours entrer dans le Louvre, comme ça, le traverser. Nous sommes condamnés à ne jamais entrer au Louvre. Mais Proust, pendant 25 ans, n'y est pas allé. Qui est curieux? Alors on va devoir s'arrêter là. Une petite information, notre cycle de conférences continue et notre deuxième table ronde, qui est en train d'approcher le thème de la journée des auteurs par le prix de la philosophie, aura lieu normalement la semaine prochaine. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet et les liens pour les inscriptions. Alors il y a une vente d'œuvres ici, d'œuvres qu'on a abordées ce soir. Il y a le Contre Sainte-Beuve de Proust, Un été avec Proust, Le démon de la théorie de M. Compagnon, et en avant-première, le petit spin numérique d'Antoine Compagnon. Il n'est pas encore en librairie. Il n'est pas encore en librairie, donc vous pouvez nous envoyer dessus. Et vous pouvez retrouver une vidéo de cette table ronde à la fin de la semaine sur notre site internet. Merci beaucoup de votre présence et merci surtout à M. Compagnon et M. Combat pour leur présence et leurs nombreuses réponses.